Aux funérailles de mon fils, l'amant de sa femme s'est penché vers moi et a murmuré « Ne t'inquiète pas, vieil homme. Je dépenserai ces millions bien mieux que lui. » À cet instant précis, quelque chose d'impensable sembla se produire. Mon fils esquissa un léger rire dans son cercueil. « Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et dites-moi dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez, afin que je voie jusqu'où mon histoire est parvenue. Je n'aurais jamais imaginé survivre à mon fils. À 62 ans, j'avais toujours pensé que ce serait Milton qui se tiendrait un jour au-dessus de ma tombe, pas l'inverse. Et pourtant, le 18 mars 2024, j'étais là, figé devant un cercueil en acajou, censé contenir mon garçon de 37 ans. Les pompes funèbres Morrison étaient imprégnées d'une odeur de lys et de chagrin. L'air était lourd, chargé de condoléances murmurées et du froissement discret des vêtements noirs. Je me tenais au premier rang, les mains si serrées que mes jointures en étaient devenues blanches. À mes côtés, la femme de Milton, Mallory, tamponnait ses yeux avec un mouchoir. Ses gestes semblaient précis, presque étudiés, comme si ses larmes étaient davantage un spectacle qu'un véritable chagrin. 3 jours plus tôt, j'avais reçu l'appel qui avait brisé ma réalité. Milton avait été victime d'une crise cardiaque massive dans son bureau. Lorsque les secours étaient arrivés, il était déjà trop tard. 37 ans, en parfaite santé. Le médecin m'avait expliqué que cela arrivait parfois, surtout avec la pression liée à la gestion d'un empire estimé à 12 millions de dollars. J'aurais dû être anéanti. J'aurais dû être incapable de tenir debout. Mais tandis que le pasteur parlait de repos éternel et de paix céleste, un malaise grandissait en moi. Quelque chose n'allait pas. Pas seulement l'horreur de perdre un enfant, autre chose. Une impression sourde, impossible à ignorer. La liste des invités était impressionnante. Milton était apprécié dans le monde des affaires, respecté par ses collègues, entouré d'amis. Du moins, c'est ce que je croyais. Pourtant, en observant les gens défiler devant le cercueil, offrant des paroles de réconfort vides de sens, j'ai commencé à remarquer certains détails troublants. Le chagrin de Mallory semblait calculé. Elle pleurait exactement quand il le fallait, acceptait les condoléances avec une dignité parfaite, et malgré tout, restait éblouissante dans sa robe noire de créateur. Pour une femme qui venait de perdre son mari après 9 ans de mariage, elle paraissait étonnamment sereine. Puis il y avait Derek Morrison, l'associé de Milton, l'ami de la famille, du moins en apparence. Il se tenait au fond de la salle. Ses yeux n'étaient pas tournés vers le cercueil, mais vers Mallory. Chaque mouvement qu'elle faisait attirait son regard. Lorsqu'elle parlait, il écoutait. Lorsqu'elle passait la main dans ses cheveux avec nervosité, il se penchait légèrement, relié par un fil invisible. J'avais rencontré Derek des dizaines de fois. Il gérait les finances pendant que Milton s'occupait des opérations. Toujours impeccable, costume coûteux, sourire maîtrisé. Un homme qui évaluait tout et tout le monde en termes de valeur. La cérémonie s'éternisait. Les témoignages semblaient récités, lissés, comme si la vie de mon fils avait été réduite à une version acceptable et sans aspérité. Mais Milton n'était pas ainsi. Il était passionné, parfois imprudent, farouchement loyal envers ceux qu'il aimait. Quand vint le moment pour la famille de faire ses adieux, mes jambes se mirent à avancer vers le cercueil, lourdes, hésitantes. Et c'est là que tout allait basculer. Milton semblait paisible, les mains croisées sur sa poitrine, vêtu du costume bleu marine que je lui avais offert pour le jour de son mariage. Son visage était pâle, mais étonnamment serein, presque plus jeune que ses 37 ans. Je me suis penché vers lui et j'ai murmuré « Tu vas tellement me manquer, mon fils. Je suis désolé de ne pas avoir su te protéger. » Quand je me suis reculé, Mallory s'est approchée du cercueil. Sa prestation était parfaite, la veuve éplorée faisant ses adieux à l'homme qu'elle aimait. Elle a déposé une seule rose blanche sur sa poitrine et a murmuré quelques mots que je n'ai pas pu entendre. Puis Derek est apparu à mes côtés. Je ne l'avais pas vu arriver, mais soudain il était là, suffisamment proche pour que je sente son parfum coûteux, penché vers mon oreille.
Et ce qu'il a dit a tout changé. « Ne t'inquiète pas, le vieux », a-t-il chuchoté, sa voix à peine audible, mais chargée d'une satisfaction glaçante. Je dépenserai ces millions bien mieux qu'il ne l'a jamais fait. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis tourné vers Derek, mais son visage était neutre, presque ennuyé. Avais-je mal entendu? Le chagrin me faisait-il perdre la raison? Puis l'impossible s'est produit. De l'intérieur du cercueil est venu un son qui a glacé mon sang. Un léger ricanement, faible, presque imperceptible, mais indéniable. Le rire de Milton. J'ai agrippé le bord du cercueil, le cœur battant violemment dans ma poitrine. Derek l'avait entendu aussi. Son visage est devenu livide, et il a reculé d'un pas précipité. Autour de nous, la cérémonie continuait. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué quoi que ce soit d'anormal. « Tu as entendu » j'ai commencé à demander à Derek, mais il s'éloignait déjà, marchant rapidement vers la sortie. Je me suis penché sur le visage immobile de Milton, cherchant le moindre signe de mouvement. Rien. Sa poitrine ne se soulevait pas. Ses paupières ne tremblaient pas. Il ressemblait exactement à ce qu'il était censé être, un homme sans vie. Et pourtant, je savais ce que j'avais entendu. Ce rire discret, complice, celui que Milton avait enfant lorsqu'il détenait un secret que les adultes n'avaient pas encore compris. Le même rire qu'il avait eu la première fois qu'il m'avait battu, aux échecs. Le même rire qui signifiait qu'il avait toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Le reste de la cérémonie s'est déroulé dans un flou total. J'ai accepté les condoléances, serré des mains, hoché la tête au bon moment, mais mon esprit était ailleurs. Les mots chuchotés par Derek résonnaient sans cesse dans ma tête. Je dépenserai ces millions. Qu'est-ce que cela voulait dire? Et comment Milton avait-il pu rire alors qu'il était censé être mort? Lorsque le salon funéraire a commencé à se vider, je me suis retrouvé seul quelques instants avec le cercueil. Mallory se tenait à l'extérieur, recevant gracieusement les dernières fleurs et les derniers mots de soutien. Le directeur des pompes funèbres s'occupait des préparatifs pour l'enterrement du lendemain. Je me suis de nouveau penché vers Milton, la voix à peine audible. « Milton, mon fils, si tu peux m'entendre. » Rien. Aucune réponse. Aucun mouvement. Aucun rire mystérieux. Seulement le silence profond et écrasant de la mort. Mais en me redressant, j'ai remarqué quelque chose qui m'a noué l'estomac. L'alliance de Milton avait disparu. La simple bague en or que je l'avais aidé à choisir 9 ans plus tôt. Celle qu'il n'avait jamais retirée. N'était plus à son doigt. J'ai regardé autour de moi, paniqué, me demandant si elle avait été enlevée pour une raison quelconque liée aux préparatifs funéraires. Mais en général, les alliances restent sur les défunts. Et à cet instant précis, j'ai compris que ce que je croyais savoir n'était peut-être que le début. Cela faisait partie de leur dignité ultime, de ce lien éternel avec l'amour. Alors, où était l'alliance de Milton? Et pourquoi son absence ressemblait-elle à une nouvelle pièce d'un puzzle inquiétant? Je ne faisais que commencer à comprendre. Le trajet du retour fut un véritable supplice. Chaque feu rouge semblait interminable. Chaque kilomètre s'étirait comme une éternité. Je repassais en boucle les événements survenus au funérarium, cherchant désespérément un sens à ce que j'avais vécu. Le murmure cruel de Derek, le rire impossible de Milton, l'alliance disparue. Pris séparément, rien ne semblait cohérent, mais ensemble, ces éléments dessinaient une image que je n'étais pas prêt à accepter. En franchissant le seuil de ma maison, elle me parut immense et terriblement vide. J'y vivais seul depuis la mort de ma femme Sarah, il y a 8 ans, mais jamais elle ne m'avait semblé aussi creuse. Le silence pesait sur moi comme une pression physique. Je me servis 3 doigts de whisky et m'installai dans mon fauteuil, le regard fixé sur les photos encadrées posées sur la table d'appoint. Milton, le jour de sa remise de diplôme, rayonnant de fierté. Milton et Mallory, le jour de leur mariage, comme sortis d'un conte de fées. Milton, à Noël dernier,
riant d'une blague dont je ne me souvenais même plus. Le téléphone sonna, me tirant brutalement de mes pensées. C'était Mallory. Sa voix était douce, fragile. « Joël, je voulais te remercier pour... aujourd'hui. Milton aurait été si fier. La cérémonie était magnifique. »« Oui, » répondis-je avec difficulté, la gorge nouée. « C'était très beau. Je sais que c'est dur, mais nous devons parler des formalités. L'avocat souhaite nous voir la semaine prochaine pour le testament et l'entreprise. Derek pense que c'est préférable. » Le whisky me rendait plus audacieux que d'habitude. Depuis quand Derek décidait-il pour notre famille? Un silence s'installa. Il m'aide énormément, Joël. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui en ce moment. Je parie que si, pensai-je, mais je me tue. Nous en reparlerons plus tard, Mallory. J'ai besoin de temps. Après avoir raccroché, je restais assis dans l'obscurité grandissante du salon, tandis que les fragments d'une image terrifiante commençaient à s'assembler dans mon esprit. La menace murmurée de Derek, le chagrin étrangement opportun de Mallory, l'alliance manquante, et ce rire impossible, venu d'un homme censé être mort. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profondément, dangereusement anormal, et j'étais déterminé à découvrir la vérité. L'horloge de grand-père dans le couloir sonna 11 coups lorsque je montais enfin me coucher, mais le sommeil refusa de venir. À chaque fois que je fermais les yeux, ce léger ricanement résonnait à nouveau. Le rire de Milton, chargé de secrets et de vérités cachées. « Qu'est-ce que tu savais, mon fils ?» pensai-je en fixant le plafond. « Et comment découvrir la vérité quand tu es censé avoir disparu à jamais ?» Dehors, un moteur démarra et s'éloigna dans la nuit. Ce n'est que le lendemain matin que je comprendrai que quelqu'un observait ma maison, attendant de voir ce que le vieil homme allait découvrir ensuite. Je n'ai pas dormi. Comment l'aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, ce rire doux résonnait depuis le cercueil en acajou. À 5 heures du matin, je renonçais et préparais du café, les mains tremblantes en dosant le café moulu. Les informations matinales murmuraient en fond sonore, mais je n'écoutais pas. Mon esprit tournait inlassablement autour des mêmes questions impossibles. Comment un mort peut-il rire? Pourquoi Derek était-il si confiant en dépensant l'argent de Milton? Et où était la bague de mariage de mon fils? J'avais besoin de réponses, et je savais par où commencer. L'hôpital St. Mary's se dressait à la périphérie de la ville, comme une forteresse de béton contre la souffrance humaine. J'étais passé devant des dizaines de fois au fil des années, mais jamais je n'aurais imaginé franchir ces portes pour chercher des réponses sur la mort de mon fils. Le bureau d'accueil était tenu par une femme fatiguée, aux yeux empreints de bienveillance, qui m'indiqua l'unité cardiaque. Mes pas résonnaient sur le sol poli, à travers des couloirs imprégnés de désinfectants et d'une désespérance à peine contenue. Dr Patricia Wells était la médecin qui avait prononcé Milton mort. Elle paraissait plus jeune que je ne l'imaginais. Dans la quarantaine, ses cheveux grisonnants prématurément attachés en un chignon soigné. À l'instant où je me présentais comme le père de Milton, son expression s'adoucit, teintée d'une sympathie professionnelle. « Monsieur Holloway, je suis vraiment désolé pour votre perte. Votre fils est arrivé trop tard pour que nous puissions faire quoi que ce soit. Tout est allé très vite, » dit-elle. « J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé, » répondis-je m'installant dans la chaise en plastique inconfortable en face de son bureau. Milton était en bonne santé. Il faisait régulièrement du sport, ne fumait pas, buvait à peine. Comment un homme de 37 ans peut-il simplement s'effondrer d'une crise cardiaque? Dr Wells consulta le dossier de Milton sur son ordinateur, son front se plissant légèrement à la lecture. Parfois, ces choses arrivent sans avertissement. Le stress peut jouer un rôle important. Votre fils était-il sous pression dernièrement? Je réfléchis. Milton avait toujours été ambitieux, mais dernièrement il semblait différent, plus secret. Il raccrochait les appels quand j'entrais dans la pièce, prétendant être trop occupé pour nos traditionnels déjeuners du dimanche. Je pensais que ce n'était que le stress normal
de la gestion d'une entreprise. Mais maintenant, je me demandais s'il y avait quelque chose de plus. Pouvez-vous me dire qui l'a amené ici? Demanda lui. Son associé, Derek Morrison. Il a déclaré avoir trouvé M. Holloway effondré dans son bureau, vers 18h30. Et cela ne vous a pas paru étrange que Derek soit là si tard? Dr. Wells sembla mal à l'aise. Monsieur Holloway, je comprends que vous cherchiez des réponses, mais parfois, il n'existe pas d'explication satisfaisante à une tragédie. Je me penchai en avant. Docteur, faites un effort. À votre avis médical, y a-t-il quelque chose d'inhabituel dans le cas de mon fils? Elle resta silencieuse un long moment, ses doigts tapotant nerveusement le bureau. Puis, elle soupira. La seule chose étrange, c'est la rapidité avec laquelle la rigidité cadavérique s'est installée. Normalement, cela prend plusieurs heures, mais le corps de votre fils a montré des signes de rigidité beaucoup plus tôt que la normale. Qu'est-ce qui pourrait provoquer cela? Demanda-je le sang glacé. Un effort physique extrême avant la mort, certains médicaments, des facteurs environnementaux. Elle fit une pause, ou si l'heure du décès avait été incorrecte. Incorrecte? Si quelqu'un était mort plus tôt que ce qui a été déclaré, et que le corps avait été conservé au froid, cela pourrait expliquer cette rigidité accélérée. Elle secoua rapidement la tête, mais c'est très improbable dans cette situation. Je remerciai Dr. Wells et quittai l'hôpital avec plus de questions que de réponses, le cœur lourd et l'esprit hanté par ce mystère troublant. Si Milton était mort plus tôt que prévu, cela signifierait que Derek avait menti en affirmant l'avoir trouvé à 18h30. Pourquoi aurait-il fait cela? Et comment aurait-il pu garder le corps de Milton au frais? Ma prochaine destination était l'imposant immeuble de bureaux de Milton, un gratte-ciel de 20 étages brillant dans le cœur du quartier des affaires. L'ascenseur me porta jusqu'au 15e étage, où Holloway Morrison Enterprise occupait tout l'étage. La réceptionniste, une jeune femme nommée Jennifer, que j'avais déjà rencontrée lors de plusieurs fêtes de Noël de l'entreprise, sembla surprise de me voir. « Monsieur Holloway, je ne m'attendais pas. Enfin, nous sommes tous tellement désolés pour Milton. » Merci, Jennifer. Je me demandais si je pouvais jeter un œil au bureau de Milton. Il pourrait y avoir des affaires personnelles. Elle jeta un regard nerveux vers le bureau d'angle. Je suis désolé, mais M. Morrison a dit que le bureau était interdit jusqu'à ce que les avocats aient tout réglé. Derek a dit ça. J'essayais de garder ma voix calme. Oui, pour des raisons légales. Quelque chose concernant la conservation des dossiers de l'entreprise. Entre vous et moi, il agit bizarrement depuis ce qui s'est passé. Il est venu tous les soirs, parcourant des dossiers, passant des coups de fil chaque nuit. Oui, monsieur, il est resté presque jusqu'à minuit hier, même le jour des funérailles. Je le sais parce que j'avais oublié mon sac et que je suis revenu le chercher. Tout devenait de plus en plus étrange. Pourquoi Derek travaillerait-il si tard le jour même des funérailles de Milton? Qu'est-ce qui pouvait être si urgent qu'il ne pouvait attendre? Jennifer, pouvez-vous me parler du jour où Milton est mort? À quelle heure Derek est-il parti ce soir-là? Elle réfléchit un instant. Voilà le problème. Derek était encore là quand je suis parti à 17h. Mais il a dit qu'il partait aussi. Il avait l'air pressé, comme s'il devait aller quelque part. Donc Derek avait menti sur la chronologie. S'il était parti à 17h, mais prétendait avoir trouvé le corps de Milton à 18h30, où avait-il été pendant cette heure et demie? J'allais poser d'autres questions quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Derek apparut lui-même. Impeccablement vêtu comme toujours, mais avec des cernes marquées sous les yeux qui trahissaient des nuits agitées. « Joel, dit-il, visiblement surpris de me voir. Que fais-tu ici? » « Je voulais récupérer quelques affaires personnelles de Milton, » répondis-je en observant attentivement son visage. « Bien sûr, bien sûr. Bien que les avocats m'aient conseillé de garder le bureau scellé pour l'instant. Responsabilité légale, vous comprenez? Mais une fois la succession réglée. » Il s'interrompit, ses yeux fuyant les miens. « Derek, puis-je vous poser une question? »
Jennifer a dit que vous travailliez tard tous les soirs depuis la mort de Milton. Cela semble étrange. Sa mâchoire se contracta presque imperceptiblement. Il faut bien que quelqu'un fasse tourner l'entreprise. Milton aurait voulu cela. Et vous étiez ici la nuit où il est. Mort. Travaillant tard. J'ai déjà donné ma déposition à la police et au médecin. Milton s'est effondré vers 18h30. Je l'ai trouvé et j'ai appelé le 911 immédiatement. Sa voix devint défensive. Mais Jennifer a dit que vous êtes parti à 17h. Le visage de Derek vira au rouge. Jennifer doit se tromper. Ce sont des moments traumatisants pour tout le monde. Avant que je puisse insister davantage, il s'excusa et disparut dans le bureau de Milton, fermant la porte avec force derrière lui. J'aperçus des piles de papier sur le bureau et ce qui semblait être un coffre-fort ouvert dans un coin. Alors que je descendais en ascenseur, les mots de Jennifer résonnaient dans ma tête. Derek avait été là chaque nuit, fouillant des dossiers qui appartenaient, soi-disant, à un homme mort, incapable de protéger ses propres intérêts. Ma dernière étape de la journée fut le funérarium Morrison, où je demandai à parler au directeur de la préparation du corps de Milton. Harold Morrison, un homme mince aux mains pâles et à l'expression perpétuellement compatissante, me conduisit dans son bureau. « Monsieur Holloway, j'espère que tout s'est déroulé selon vos souhaits hier. Votre fils semblait très paisible. »« Il l'était, » répondis-je. Je voulais savoir pour ses effets personnels, en particulier sa bague de mariage. Morrison consulta ses documents. Aucune mention d'une bague de mariage dans nos notes. Parfois, les bijoux sont retirés à l'hôpital pour des procédures médicales. Mais elle n'aurait pas dû être rendue ? Normalement oui, dit-il en marquant une pause, visiblement mal à l'aise. À moins que la famille n'ait demandé qu'elle soit conservée en sécurité. Parfois, les pièces de valeur sont remises au conjoint avant la cérémonie. Donc, Mallory aurait pu prendre la bague de Milton. Mais pourquoi ? Et pourquoi ne l'avait-elle pas mentionnée ? Morrison se racla la gorge. Il y a une autre chose inhabituelle. Le corps est arrivé chez nous beaucoup plus froid que la normale. D'habitude, lorsque nous recevons quelqu'un de l'hôpital, la température corporelle a commencé à se normaliser. Mais votre fils, il était encore très froid, comme s'il avait été conservé au réfrigérateur. Cela correspondait à ce que le docteur Wells avait dit sur la rigidité cadavérique accélérée. Tout indiquait que Milton était mort plus tôt que ce qui avait été déclaré, ou avait été gardé quelque part au froid après sa mort. En rentrant chez moi, mon esprit tournait en tous sens, tissant des théories. Aucune bonne. Derek avait menti sur le calendrier. Le corps de Milton montrait des signes d'avoir été conservé au froid. Sa bague de mariage manquait. Et Derek travaillait tard chaque nuit depuis la mort, fouillant les dossiers dans le bureau de Milton. Les pièces commençaient à former une image que je ne voulais pas voir clairement. Car si j'avais raison, la mort de Milton n'était pas la tragédie soudaine que tout le monde croyait. Que je rentrais dans mon allée. C'était Mallory, et sa voix était tendue. « Joel, il faut qu'on parle. Peux venir ce soir ? Il y a quelque chose d'important à propos de Milton que je dois te dire. » Mon cœur s'accéléra. Quel genre de quelque chose ? Je ne peux pas le dire au téléphone, mais ça concerne son comportement étrange ces derniers temps. S'il te plaît, Joel, je pense que tu dois connaître la vérité. Après avoir raccroché, je restai quelques minutes dans ma voiture, fixant ma maison. La vérité. Enfin, quelqu'un était prêt à me dire la vérité sur ce qui était arrivé à mon fils. Mais en marchant vers ma porte d'entrée, un sentiment terrible me traversa. Et si cette vérité était pire que tout ce que j'avais imaginé ? Car si Milton avait vraiment agi de manière étrange ces derniers temps, si des secrets avaient été gardés, alors peut-être que sa mort n'était pas la tragédie aléatoire qu'elle semblait être. Peut-être que quelqu'un avait voulu la mort de mon fils, et peut-être que cette même personne s'apprêtait maintenant à hériter de tout ce qu'il avait bâti de ses propres mains. La clé tourna doucement dans la serrure, un simple clic. Je pénétrai dans ma maison vide, le cœur lourd, me demandant si j'étais vraiment prêt à entendre ce que Mallory allait me révéler. Dehors, la nuit tombait lentement, enveloppant la ville d'ombres inquiétantes. Quelque part dans l'obscurité urbaine, Derek Morrison devait être en train de fouiller
une fois de plus dans les dossiers. De mon fils disparu, cherchant la moindre preuve qui lui permettrait d'assurer sa mainmise sur 12 millions de dollars. Mais il y avait une chose que Derek ignorait encore, quelque chose que je commençais à peine à comprendre. Les morts ne rient pas. Et si Milton avait souri dans ce cercueil, alors peut-être, juste peut-être, n'était-il pas aussi mort que tout le monde le croyait. La maison de Mallory se dressait sur Elm Street comme un symbole éclatant de réussite. Milton la lui avait achetée 3 ans plus tôt. Une immense demeure coloniale, entourée de jardins impeccablement entretenus, avec des fenêtres qui brillaient encore malgré la faible lumière du soir. Je m'y étais toujours senti mal à l'aise, entouré de meubles luxueux et d'œuvres d'art choisies davantage pour leur prix que pour leur valeur sentimentale. Ce soir-là, ce malaise était décuplé. Mallory ouvrit la porte vêtue d'un peignoir de soie noire. Ses cheveux étaient attachés avec une élégance faussement négligée. Ses yeux étaient rougis, mais je ne savais pas s'il s'agissait d'un chagrin sincère ou d'un maquillage savamment appliqué. « Joël, merci d'être venu, » dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. « Je sais que cette période est difficile pour nous deux. » Le salon était plongé dans une pénombre presque irréelle. Des bougies vacillaient sur la cheminée sous un grand portrait de Milton et de Mallory le jour de leur mariage. Il avait l'air si jeune, si plein d'espoir, l'homme qui nous observait depuis. Ce cadre n'avait aucune idée de ce que sa vie allait devenir. « Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose d'important à me révéler au sujet de Milton, » dis-je, sans perdre de temps, avec des politesses inutiles. Mallory se servit un verre de vin, les mains visiblement tremblantes. « Vous voulez boire quelque chose ? Je veux des réponses. » Elle hocha la tête et s'assit dans le fauteuil en face de moi, agrippant son verre, comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. Milton se comportait étrangement depuis plusieurs mois. Il était secret. Il disparaissait pendant des heures sans explication. Il passait des appels qu'il refusait que j'entende. Secret. Comment ? Il a commencé à dormir dans la chambre d'amis. Il disait qu'il ne voulait pas me déranger avec ses insomnies. Il partait très tôt le matin et rentrait tard le soir, prétendant travailler sur un projet spécial. Elle but une gorgée de vin avant d'ajouter, la voix brisée. J'ai pensé qu'il me trompait. Ces mots me frappèrent de plein fouet. Milton n'aurait jamais fait ça. C'est ce que je croyais aussi, jusqu'au jour où j'ai trouvé des reçus pour un box de stockage à l'autre bout de la ville, loué sous un faux nom. Sa voix devint à peine audible. Je l'ai suivi là-bas, un jour. Mon cœur battait maintenant à tout rompre. Qu'avez-vous découvert ? Mallory posa son verre et se dirigea vers un petit bureau dans un coin de la pièce. Elle en sortit une grande enveloppe Kraft et me la tendit. À l'intérieur, il y avait des photographies. Des dizaines, Milton parlant avec des hommes que je ne reconnaissais pas. Milton entrant dans ce qui ressemblait à un petit immeuble d'appartement. Milton assis dans sa voiture, garée devant le cabinet de notre avocat de famille. Et le plus troublant de tous, Milton en rendez-vous avec le docteur Harrison, son ami de longue date, qui travaillait à l'hôpital Sainte-Marie. « Je ne comprends pas, » murmurai-je, la gorge nouée. Une terrible suspicion commençait à prendre forme dans mon esprit. « Il y a autre chose, » murmura Mallory, sa voix à peine audible. J'ai engagé un détective privé pour le suivre. Ce que j'ai découvert. Elle s'interrompit brusquement, portant la main à sa bouche, comme si les mots refusaient de sortir. « Qu'as-tu découvert » demanda-je. Elle inspira profondément. Milton savait Joël. Il savait pour Derek et moi. Son aveu resta suspendu entre nous, comme un nuage toxique. Je la fixais, incapable de comprendre immédiatement ce qu'elle venait d'avoir. Toi et Derek. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Cette fois, elle semblait vraie. Ça a commencé il y a 6 mois. J'étais seul. Milton travaillait sans cesse, et Derek était là. Il me faisait me sentir spéciale, importante. Elle essuya ses yeux d'un geste tremblant. Je n'avais jamais voulu que ça arrive, et puis, Milton l'a découvert. Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix amère, « Le détective que j'avais engagé pour suivre Milton, c'est Milton qui... »
l'avait engagé en premier, pour me surveiller, moi. Un rire bref, presque hystérique, lui échappa. Nous nous espionnions mutuellement, et nous découvrions chacun des vérités insupportables. Mon esprit tournait à toute vitesse. Si Milton connaissait la liaison, alors les paroles murmurées par Derek lors des funérailles prenaient un sens totalement différent. Mais une question la plus importante restait sans réponse. Mallory, comment Milton est-il mort? Vraiment? Elle leva les yeux vers moi. Dans son regard, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la peur. Justement, Joel, je ne pense pas qu'il soit mort. La pièce sembla basculer autour de moi. Quoi? La nuit où il est censé être décédé, j'étais avec Derek, dans son appartement. Nous avons des alibis l'un pour l'autre. Mais Milton préparait quelque chose. Elle reprit la voix tremblante. Le box de stockage était rempli de documents, d'argent liquide, de faux papiers d'identité. Tout indiquait qu'il se préparait à disparaître. Je m'agrippais aux accoudoirs de mon fauteuil pour ne pas perdre l'équilibre. Tu es en train de dire que Milton aurait simulé sa propre mort? Je dis que c'est possible. Le docteur Harrison était son colocataire à l'université. Ils sont amis depuis 20 ans. S'il y avait quelqu'un capable de l'aider à organiser ça, c'était bien quelqu'un qui avait accès au certificat de décès et à la morgue. Tout s'assemblait soudain avec une clarté terrifiante. Ces rendez-vous répétés avec le docteur Harrison. Les incohérences dans la chronologie de sa mort. Le corps trop froid. La rigidité cadavérique anormalement rapide. Et même ce rire impossible lors des funérailles. Mais pourquoi, demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Mallory se leva et s'approcha de la fenêtre, observant la rue sombre. Réfléchis, Joel. Si Milton mourait, qui héritait de tout? Moi, sa veuve dévouée. Et avec qui passais-je tout mon temps? Derek, son associé, l'homme qui connaît chaque détail des finances de l'entreprise. Il voulait vous prendre en flagrant délit, dis-je lentement, comprenant enfin l'ampleur du plan. Il voulait voir ce que toi et Derek feriez en croyant qu'il était mort. Mallory hocha la tête, et nous sommes tombés droit dans son piège. Nous parlions déjà de liquider des actifs, de transférer des fonds, de restructurer l'entreprise. Derek évoquait même la vente de la société et un départ aux îles Caïmans. Je me sentis malade. Mon fils avait organisé ses propres funérailles pour démasquer ceux qui étaient censés l'aimer. La trahison avait dû être insupportable, mais Milton avait choisi une vengeance aussi brillante que terrifiante. « Où est-il » demanda-je. Mallory secoua la tête. « Je ne sais pas, mais Joel, il y a encore quelque chose. » Je la regardai, le cœur serré. Quelque chose de pire encore? Je n'étais pas sûr de pouvoir supporter pire, mais j'ai hoché la tête pour qu'elle continue. Derek ne se contentait pas de vouloir voler l'argent de Milton. Il prévoyait de s'assurer que Milton ne puisse jamais revenir. Elle se tourna vers moi, le visage pâle. Il a étudié comment faire déclarer Milton légalement mort le plus rapidement possible. Et il te posait des questions, toi aussi. Sur moi, sur ta santé, sur tes finances, sur ton testament. Derek te considère comme le seul obstacle pour prendre le contrôle total de l'héritage de Milton. Sa voix s'est abaissée à un murmure. Je crois même qu'il prévoyait d'organiser un accident pour toi. L'horreur complète de la situation m'a frappé comme un coup violent. Derek ne trahissait pas seulement Milton avec sa femme. Il avait prévu de nous tuer tous les deux pour l'argent. Et Milton, sachant tout cela, avait décidé de simuler sa mort pour exposer ce complot avant qu'il ne détruise ce qui restait de notre famille. Nous devons le retrouver, dis-je en me levant. Nous devons l'avertir que Derek prépare quelque chose. Il y a une dernière chose, dit Mallory en fouillant à nouveau dans le tiroir du bureau. Elle en sortit une petite clé. Je l'ai trouvée cachée dans le bureau de Milton à la maison. Je pense que ça doit être pour l'unité de stockage. Je pris la clé, les mains tremblantes. Elle nota l'adresse sur un bout de papier. Joel, et si nous nous trompions?
Et si Milton était vraiment mort, et que nous nous accrochions à des théories du complot parce que nous ne voulons pas accepter la vérité? Je me suis souvenu du rire que j'avais entendu aux funérailles. Doux, complice, indéniablement celui de mon fils. Alors, nous saurons enfin, dit-elle. Et s'il est vivant et en danger, nous sommes les seuls à pouvoir l'aider. Alors que je traversais la ville pour rejoindre l'entrepôt, mon esprit tournait à toute allure, submergé par les questions et la peur. Si Milton était vivant, pourquoi ne m'avait-il pas contacté? Depuis combien de temps préparait-il cette supercherie? Et surtout, quel était son plan final? L'entrepôt se trouvait à la périphérie de la ville, un ensemble de bâtiments métalliques entourés de clôtures grillagées. Il était presque 22 heures, et le lieu était désert, à l'exception d'un gardien qui levait à peine les yeux de son magazine. Lorsque je passai la porte, l'unité numéro 73 se trouvait au fond, à l'écart de la route principale. Mes mains tremblaient en insérant la clé dans la serrure. Elle tourna facilement, et la porte métallique se releva dans un grincement rouillé. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur confirma mes pires craintes et mes plus grands espoirs. L'unité était aménagée comme un centre de commandement. Des tableaux recouverts de photos et de documents tapissaient les murs. Un petit bureau était rempli de piles de papiers légaux, de documents financiers et de ce qui ressemblait à du matériel de surveillance. Mais le plus révélateur était le petit réfrigérateur dans un coin qui bourdonnait doucement dans l'obscurité. Je l'ouvris et découvris des fioles de médicaments, accompagnées d'instructions détaillées, écrites de la main de Milton. L'étiquette disait « Agent de paralysie temporaire, simule les symptômes d'un arrêt cardiaque ». Mon fils s'était drogué lui-même pour simuler sa propre mort. Je fixais encore les fioles quand j'entendis des pas derrière moi. Je me suis retourné, m'attendant à voir Milton sortir de l'ombre. Mais à la place, Dererick se tenait dans l'encadrement de la porte. Son costume coûteux froissé, ses cheveux habituellement parfaits en bataille, et dans sa main, un pistolet pointé droit sur ma poitrine. « Bonjour, Joël, » dit-il d'une voix froide et calculatrice. Je me demandais quand tu trouverais cet endroit. Ma bouche s'assécha. « Derek, que fais-tu ici ?» Il sourit, mais le sourire ne parvint jamais à ses yeux. « La même chose que vous, j'imagine, » dit-il, chercher des réponses au sujet de notre cher Milton disparu. Il entra dans l'unité de stockage, m'obligeant à reculer. La différence, c'est que moi, j'ai déjà trouvé ce que je cherchais. « Et qu'est-ce que c'est ?» demandai-je. « La preuve que votre fils est un homme extrêmement intelligent et extrêmement dangereux. Un homme qu'il faut arrêter avant qu'il ne détruise tout. » Le doigt de Dererick glissa lentement vers la détente. « La question est simple, Joël. Allez-vous m'aider à le retrouver? Ou allez-vous devenir un autre problème que je devrais régler? » Je plongeai mon regard dans ses yeux, et j'y vis quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. Ce n'était plus une histoire d'argent. C'était l'histoire d'un homme acculé, prêt à aller jusqu'au bout pour protéger ses secrets. Et quelque part, dehors, mon fils était vivant. Vivant, mais en grave danger, ignorant que ses plans minutieusement préparés avaient été découverts par l'homme même qui voulait sa mort. L'arme dans la main de Dererick paraissait immense sous la lumière blafarde du local. Je n'avais jamais fixé le canon d'une arme auparavant. La sensation était irréelle, comme si je regardais un film où j'étais à la fois spectateur et victime. « Vous ne voulez pas faire ça, » dis-je, surpris par le calme de ma propre voix. Dererick éclata de rire, mais ce rire n'avait rien de chaleureux, rien à voir avec celui de Milton. C'était un rire sec, amer, celui d'un homme qui avait déjà franchi trop de limites pour s'inquiéter d'en dépasser une de plus. « Vous avez raison, je ne veux pas, mais votre fils ne m'a pas laissé le choix. »« Milton est mort, dis-je, pour le tester. » Il sourit froidement. « Allons, Joël, n'insultez pas mon intelligence. » Il désigna le matériel médical autour de nous. Votre fils a monté une mise en scène impressionnante. Des médicaments provoquant une paralysie temporaire. Un complice à l'hôpital prêt à falsifier des dossiers. Même un directeur de funérarium coopératif. C'est remarquable.
Mon cœur se serra. S'il savait tout cela, alors Milton était en bien plus grand danger que je ne l'avais imaginé. Depuis quand êtes-vous au courant? J'ai commencé à avoir des soupçons lorsque la lecture du testament a été reportée. L'avocat de Milton parlait d'irrégularités administratives, mais je savais que quelque chose clochait. Son sourire devint prédateur. J'ai donc fait ce que ferait n'importe quel bon associé. J'ai enquêté et j'ai trouvé cet endroit. Il marqua une pause. Et entre autres choses, votre fils a été très occupé ces derniers mois. Saviez-vous qu'il a transféré 12 millions de dollars hors de ses comptes 3 semaines avant sa prétendue mort? Un timing très pratique. Le chiffre me frappa comme un coup de poing. Toute la fortune de Milton disparut. Où a-t-il transféré l'argent? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Sans quitter son arme des yeux, Dererick sortit un téléphone portable de la poche de sa veste. Vous allez l'appeler. Je ne sais pas comment le joindre. Il soupira, condescendant, comme s'il s'adressait à un enfant. Mais si, vous le savez, Milton vous a laissé un moyen de le contacter. Il est trop sentimental pour ne pas inclure son père dans son grand plan. Je réfléchis et compris qu'il avait probablement raison. Si Milton avait simulé sa mort, il ne m'aurait pas complètement exclu. Il devait exister un signe, un message caché, un signal que j'étais censé reconnaître. Et soudain, tout s'éclaira. L'horloge de grand-père dans mon couloir sonnait à des heures étranges depuis quelque temps. J'avais pensé qu'elle avait simplement besoin d'être réparée. Mais si, et si Milton y avait touché intentionnellement? Et si ces cloches irrégulières étaient en réalité un code? Dererick dut voir quelque chose dans mon expression, car sa poigne sur le pistolet se resserra. Voilà, tu as compris, n'est-ce pas? Avant que je ne puisse répondre, le téléphone de Dererick vibra. Il le consulta et son visage devint pâle. Eh bien, parlons du diable. Il leva le téléphone pour que je puisse voir l'écran. Un message d'un numéro inconnu. Unité de stockage compromise. Déplacez-vous vers le site de secours. Le colis est sécurisé. Milton, demandai-je. Derek hocha la tête. Ton fils nous a observés. La question était, depuis combien de temps? Il regarda autour de l'unité de stockage, suspicieux, comme si des caméras pouvaient être cachées dans l'ombre. C'est alors que je le remarquai, une petite lumière rouge clignotante dans un coin près du plafond. Milton avait tout enregistré. Il savait que nous étions là, savait que Dererick avait trouvé sa cachette et surtout savait que Derek était armé et dangereux. Il arrive, dis-je, plus à moi-même qu'à Derek. Oui, il arrive. Et quand il sera là, tu devras le convaincre de transférer ces 12 millions de dollars à leur place légitime. En échange, je ne te tirerai pas une balle dans la tête. Le ton glacial dans la voix de Dererick me noua l'estomac. Ce n'était pas un crime de passion, ni un moment d'égarement. C'était un homme calculateur, planifiant un meurtre pour de l'argent, voyant les vies humaines comme de simples obstacles à éliminer. « Et Malalery ?» demanda-je. « Elle sait maintenant la vérité. » Le rire de Dererick était terrifiant. Malalery sera tout ce que je lui dis. Trop compromise pour aller voir la police, trop effrayée pour me défier. Et elle ne sait pas pour le pistolet. Une nouvelle horreur s'insinua dans mon esprit. Tu vas la tuer aussi? Éventuellement. Il ne peut pas y avoir de témoins gênants. Dererick jeta un coup d'œil à sa montre. Mais d'abord, ton fils devrait arriver d'une minute à l'autre. Comme si ses paroles avaient invoqué quelque chose, le moteur d'une voiture retentit à l'extérieur. Dererick me fit signe de me diriger vers l'arrière de l'unité de stockage, le pistolet toujours braqué sur ma poitrine. Si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Des pas approchaient, lents et délibérés. Puis une voix que je croyais ne jamais entendre à nouveau s'éleva dans l'obscurité. « Papa, tu es là, Milton, vivant, réel et marchant dans un piège. Fais-le entrer, murmura Derek. Ne tente pas de l'avertir ou tu mourras avant qu'il ne fasse un pas de plus. J'ouvris la bouche, mais aucun mot ne sortit. Comment pourrais-je appâter mon fils vers le danger? Comment pourrais-je être l'appât de sa propre destruction? Papa,
La voix de Milton se rapprochait, juste à l'extérieur de l'unité de stockage. « Je suis là, finis-je par appeler, la voix brisée. « Je suis là, mon fils. » Milton apparut dans l'embrasure de la porte, et pour un instant, j'oubliais le pistolet, Derek, tout, sauf le soulagement immense de voir mon enfant vivant. Il semblait plus maigre qu'avant, ses cheveux plus longs, de nouvelles lignes autour des yeux, révélant stress et nuit blanche. Mais c'était bien lui, Jésus, papa. Milton s'arrêta au milieu de sa phrase en apercevant Derek dans l'ombre. « Oh, bonjour Milton. » Derek fit un pas en avant, maintenant le pistolet braqué sur moi, bien visible pour mon fils. « Quelle performance tu nous offres là !» J'étais presque convaincu. Les yeux de Milton oscillaient entre Derek et moi, calculant rapidement chaque mouvement. « Laisse-le, Derek. C'est entre toi et moi. En réalité, c'est entre moi et 12 millions de dollars qui appartiennent légitimement à l'entreprise. Ton petit numéro de disparition ne change rien au terme de notre accord de partenariat. » Partenariat? Milton éclata d'un rire amer. Et pour la première fois, j'entendis une véritable amertume dans sa voix. « Tu parles de ton plan pour tout me voler alors que tu couchais avec ma femme ?» Le visage de Derek vira au rouge. Mallory s'approcha de moi. « Milton, elle était seule, négligée. Tu étais tellement occupé à jouer au magnat des affaires que tu as oublié que tu avais une femme. » « Je savais pour l'affaire depuis des mois, » dit Milton calmement. « Je savais aussi que tu planifiais de me faire tuer. » Cette révélation plana dans l'air comme une bombe prête à exploser. La main de Derek vacilla légèrement, la surprise traversant ses traits. « C'est impossible. » Milton glissa lentement sa main dans la poche de sa veste, ses mouvements parfaitement visibles. Il en sortit un petit appareil d'enregistrement. 15 août 2024. Toi et Mallory dans ton appartement, discutant de la manière de me provoquer un accident. Quelque chose qui paraîtrait naturel mais qui se produirait assez vite pour que tu puisses liquider les actifs de l'entreprise avant que quelqu'un ne commence à poser des questions. Le visage de Derek devint livide. Tu étais censé être mort. Drôle de chose, la mort, dit Milton d'une voix calme, presque conversationnelle. Elle te laisse beaucoup de temps pour réfléchir et planifier. Vraiment, tu pensais que je me laisserais faire? Que je laisserais détruire tout ce que j'ai construit? Te laisserais faire du mal à mon père. Ton père était le prochain sur la liste, murmura Derek, le désespoir rendant sa voix cruelle. Le vieil homme a un problème cardiaque, non? Deuil de la perte de son fils. Trop de stress. Ce genre de choses arrive. La rage monta en moi, brûlante et pure. Ce monstre avait planifié de tuer les deux, d'anéantir toute notre famille pour de l'argent qu'il n'avait jamais gagné. La police est déjà en route, continua Milton. J'ai tout enregistré depuis que tu es entré dans ce local. Tentative de meurtre, complot, vol. Derek, tu risques la prison à vie. Les yeux de Derek parcouraient la pièce, fou et paniqué, comme un animal pris au piège. Tu bluffes. Moi? Milton sortit son téléphone et montra l'écran à Derek. Un appel au 911 est en cours depuis 10 minutes. Ils écoutent tout. Au loin, je percevais le son des sirènes approchant. Derek l'entendit aussi, et quelque chose dans son expression se brisa. Le calcul froid avait laissé place à la panique pure. « Si je tombe, je vous emmène tous les deux avec moi, » grogna-t-il en braquant son arme sur Milton. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision de bouger. Un instant, je restais figé de terreur. L'instant d'après, je me jetai en avant, déséquilibrant Derek, juste au moment où le coup de feu retentit. Le bruit était assourdissant dans cet espace clos, et je sentis quelque chose de brûlant effleurer mon épaule, alors que nous tombions tous les deux. Milton se jeta sur Derek un instant, luttant pour le contrôle de l'arme. Ils roulèrent sur le sol en béton, grognant et jurant, l'arme glissant dans l'obscurité. Je me précipitai après elle, mon épaule hurlant de douleur, mais je parvins à la repousser hors de portée, juste au moment où les lieux furent inondés de lumière rouge et bleue. Les policiers envahirent le local, criant des ordres, nous séparant, sécurisant la scène. Derek fut menotté et traîné dehors, hurlant toujours des menaces et des accusations.
L'appareil d'enregistrement et le matériel de surveillance furent saisis comme preuve. Les ambulanciers vérifièrent mon épaule, juste une éraflure, dirent-ils, bien que la douleur fût atroce. À travers tout cela, Milton se tenait à mes côtés, sa main posée sur mon épaule indemne, réelle, solide, vivant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demandai-je, une fois que le chaos avait suffisamment diminué pour que nous puissions parler. Milton avait l'air épuisé, marqué par la vie, plus âgé que ses 37 ans. « Parce que je savais que tu ne m'aurais pas laissé le faire. » Il aurait essayé de m'en dissuader, aurait tenté de trouver une autre solution. Il devait y avoir un autre moyen, n'est-ce pas? La voix de Milton était calme, mais ferme. Derek prévoyait de nous tuer tous les deux. Le seul moyen de l'arrêter était de le faire révéler sa vraie nature. Et le seul moyen d'y parvenir était de le laisser croire qu'il avait gagné. Je méditais sur ces mots, tandis que nous donnions nos dépositions à la police. Alors que Derek était emmené à l'arrière d'une voiture de patrouille et que l'unité de stockage était scellée en tant que scène de crime, Milton avait tout risqué, son identité, sa fortune, ses relations, pour exposer une conspiration qui aurait détruit notre famille. « Et maintenant ?» demandai-je alors que nous quittions enfin l'entrepôt ensemble. Milton resta silencieux un long moment. « Maintenant, je dois trouver un moyen de revenir. Légalement parlant, ça va être compliqué. » « Et Mallory ?» Sa mâchoire se serra. Mallory a fait son choix. Elle devra vivre avec les conséquences. Nous restâmes près de sa voiture, une vieille berline loin des luxueuses voitures qu'il conduisait autrefois. Sous la lumière crue des néons du parking, il avait changé plus dur, plus prudent, comme un homme qui avait appris à ne pas faire confiance à ceux qui lui étaient les plus proches. « Je suis fier de toi, » finis-je par dire. « Ce que tu as fait demande un courage incroyable. » Milton sourit pour la première fois depuis que je l'avais vu dans cette porte. Un sourire fatigué, teinté de tristesse, mais sincère. « J'ai appris du meilleur, papa. Tu m'as appris que la famille vaut qu'on se batte pour elle, peu importe le prix. » Alors que nous quittions l'entrepôt, je réalisai que Derek s'était trompé sur un point. Tout cela n'avait pas été une question d'argent. Pas vraiment. Il s'agissait de confiance, de trahison et des limites auxquelles un fils peut aller pour protéger ceux qu'il aime. Milton était vivant. Notre famille était en sécurité. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut espérer comme victoire. La planque où Milton avait vécu ces 3 derniers jours était un appartement modeste, au-dessus d'une librairie d'occasion, en périphérie de la ville. En gravissant l'étroite cage d'escalier, mon épaule me lançant encore à cause de l'éraflure de la balle de Derek, je ne pus m'empêcher d'admirer la précision avec laquelle mon fils avait planifié sa résurrection. « Dr. Harrison m'a aidé à trouver cet endroit », expliqua Milton en déverrouillant la porte. Il a été le seul à connaître la vérité depuis le début. À l'intérieur, l'appartement était spartiate mais fonctionnel. Un lit simple, une kitchenette et un bureau couvert de documents juridiques et financiers. On aurait dit la planque d'un homme qui préparait méthodiquement son retour de la mort. « Du café ?» demanda Milton, se dirigeant vers la cuisine comme si nous faisions une visite père-fils ordinaire. Avec plaisir, m'installai-je dans la seule chaise confortable, grimaçant en sentant mon épaule tirée. « Milton, il faut qu'on parle de la suite. » Il s'arrêta en mesurant le café. « Je sais ce que tu vas dire, papa. Que j'aurais dû te faire confiance depuis le début, qu'on aurait pu trouver une autre solution. En fait, ajouta-t-il avec un petit sourire, j'allais dire que je comprends pourquoi tu l'as fait. » Un éclat de surprise passa sur son visage, et pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de calme et de complicité s'installa entre nous. Derek avait prévu de nous éliminer tous les deux. Tu nous as sauvés. Milton se détourna de la cafetière, mais je vis la tension dans ses épaules s'atténuer légèrement. J'ai porté ce fardeau seul pendant si longtemps. J'en avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir quelqu'un de mon côté. Tu n'es plus seul désormais. Je me penchai en avant, ignorant la douleur lancinante dans mon épaule. Mais, mon fils, nous avons un problème. Derek est peut-être derrière les barreaux, mais Mallory est toujours libre, et elle sait que tu es vivant.
Milton hocha la tête, sombre. J'y ai beaucoup réfléchi. Elle va paniquer maintenant. Avec l'arrestation de Derek et la conspiration mise au jour, elle risque de faire n'importe quoi. Elle fait face à des accusations de fraude, de complot et possiblement de complicité dans une tentative de meurtre, dis-je. À ton avis, que va-t-elle faire? S'enfuir? Milton me tendit une tasse de café fumant avant de s'asseoir en face de moi. Pas tout de suite. D'abord, elle va essayer de mettre la main sur le plus d'argent possible. J'ai transféré les 12 millions sur un compte offshore, mais elle a encore accès à nos comptes communs, à la maison et à certains investissements. Je pris une gorgée de café, pensif. On parle de combien? Environ 800 000 $. Pas assez pour disparaître à jamais, mais suffisant pour lui donner du temps. L'expression de Milton se durcit. C'est qu'elle ne réfléchit plus rationnellement. Les gens dans sa situation prennent des décisions stupides et dangereuses. Comme si ses paroles l'avaient invoqué, le téléphone de Milton vibra. Il jeta un œil à l'écran et pâlit. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me montra le téléphone. Un message de Mallory. « Je sais que tu es en vie. Retrouve-moi à la maison dans 1 heure, où je détruis tout. » « Détruire quoi ?» demandai-je. Milton se dirigeait déjà vers une armoire métallique dans un coin de la pièce. Il en sortit un dossier épais et étala des photographies sur le bureau. Avant de simuler ma mort, j'ai rassemblé des preuves sur tout ce que Derek et Mallory faisaient. Relevés financiers, enregistrements audio, photos de leur rendez-vous. Il pointa une image précise, montrant Derek remettant une grosse enveloppe à Mallory. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des preuves d'autres crimes. Mon estomac se noua. Quel autre crime? Derek détournait de l'argent de l'entreprise depuis plus de 2 ans. De petites sommes au début, puis ça a empiré. J'estime qu'il a volé près de 3 millions. Sa voix était tendue, chargée d'une colère maîtrisée. Mallory était au courant. Elle l'a aidé à dissimuler l'argent sur des comptes ouverts à son nom de jeune fille. Il releva les yeux vers moi. Et maintenant, elle menace de détruire toutes les preuves. Les dossiers financiers, les documents de l'entreprise, tout ce qui pourrait l'impliquer, elle ou Derek. Milton passa une main dans ses cheveux, nerveux. Si elle détruit ces preuves, Derek pourrait faire réduire les charges. Il pourrait prétendre avoir agi seul, que tout le reste n'était qu'un excès isolé. Je compris immédiatement ce que cela signifiait. Sans la preuve d'un complot plus vaste, Derek risquait de ne purger que quelques années pour une tentative d'agression. Il pourrait être libre, pendant que Milton et moi continuerions à vivre dans la peur. On ne peut pas laisser ça arriver, dis-je fermement. Milton me regarda avec ce qui ressemblait à de la fierté. J'espérais que tu dirais ça. Mais papa, c'est dangereux. Si on l'affronte, elle pourrait faire quelque chose d'irréversible. Elle a déjà commencé. Je me levai, testant mon épaule. La douleur était supportable. Quel est ton plan? Milton déplia une carte dessinée à la main de la maison d'Elm Street. Elle s'attend à ce que je vienne seul. Elle pense sans doute pouvoir me manipuler une dernière fois. Et si je ne viens pas seul? Milton releva les yeux vers moi. Tu veux que je vienne avec toi? Je veux que tu sois mon soutien. Il déplia le plan de la maison et indiqua un passage précis. Il y a une entrée latérale par le jardin. Pendant que je lui parle dans le salon, tu peux passer par là et récupérer les preuves dans mon bureau à l'étage. Il désigna une pièce au 2e étage. Tout ce qui compte est dans un coffre ignifuge, caché derrière la bibliothèque. J'étudiai le plan, calculant chaque détail. Et si elle est armée? Hésiter. Ce n'est pas son genre. L'arme de Mallory a toujours été la manipulation, pas la violence. Puis, après une courte pause, il sortit son téléphone et me montra une application. Mais si quelque chose tourne mal, j'ai une ligne directe avec le détective Rodriguez. Un seul bouton, et la police arrive. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était mieux que de laisser Mallory détruire des preuves capables d'envoyer Derek en prison pour des décennies. Et pour être honnête, une partie de moi voulait l'affronter. Cette femme avait trahi mon fils. Elle avait conspiré pour nous anéantir et tentait maintenant d'échapper à la justice en brûlant tout derrière elle. D'accord, dis-je enfin. Mais on fait ça intelligemment. Aucun risque inutile.
Milton sourit. Pour la première fois depuis sa supposée mort, son sourire semblait sincère. Merci, papa, pour tout. 1 heure plus tard, nous étions garés un peu plus loin dans la rue Elm. De l'extérieur, la maison semblait inchangée. La pelouse parfaitement entretenue, les fenêtres étincelantes, les voitures luxueuses dans l'allée. Mais désormais, je savais que tout cela reposait sur des mensonges et de l'argent volé. Souviens-toi, dit Milton en consultant sa montre. Donne-moi 15 minutes pour la faire parler. Elle voudra négocier, trouver un arrangement. Ça devrait te laisser assez de temps pour aller au bureau et revenir. Je lui serrai le bras. Sois prudent, mon fils. Ne la sous-estime pas sous prétexte qu'elle est acculée. Papa. Je regardais Milton monter les marches et appuyer sur la sonnette. Même à distance, je distinguais la silhouette de Mallory derrière la fenêtre. La tension était presque palpable. La porte s'ouvrit. Milton disparut à l'intérieur. Je comptais jusqu'à 60, puis contournai la maison en direction du jardin. Milton m'avait donné un double des clés des mois plus tôt, à l'époque où je l'aidais encore à entretenir le jardin le week-end. Cela me semblait appartenir à une autre vie. La porte latérale s'ouvrit sans bruit, et je me glissai dans la cuisine. La maison était étrangement silencieuse, à l'exception des voix étouffées venant du salon. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton trahissait une dispute qui montait en intensité. Je montai l'escalier de service aussi discrètement que possible. Le bureau de Milton correspondait parfaitement à sa description. Un espace masculin, du mobilier en bois sombre, des étagères remplies de livres. Derrière la plus grande bibliothèque, dissimulée au regard, se trouvait un petit coffre encastré dans le mur. Milton m'avait donné le code. L'anniversaire de Sarah. Le jour où ma femme était décédée. Même en orchestrant sa propre disparition, mon fils pensait encore à la famille. À ce qui comptait vraiment. Le coffre s'ouvrit dans un léger déclic. À l'intérieur des piles de documents, plusieurs clés USB et du matériel d'enregistrement audio. Je pris tout, sans hésiter, et rangeai les preuves dans le sac que j'avais apporté spécialement pour cela, et pendant que je refermais le coffre, une pensée glaçante traversa mon esprit. Ce que je tenais entre les mains n'allait pas seulement tout révéler, cela allait tout faire exploser. C'est alors que j'ai entendu la voix de Mallory, forte et pleine de colère, monter depuis le rez-de-chaussée. « Tu te crois vraiment malin, n'est-ce pas? Mettre en scène ta propre mort, me faire passer pour une idiote ?» La réponse de Milton était trop basse pour que je l'entende, mais elle a dû la mettre hors d'elle, car ses mots suivants furent hurlés. « Eh bien, devine quoi, mon cher mari? Moi aussi, j'ai quelques surprises en réserve. » Le bruit sourd de quelque chose de lourd frappant le sol m'a glacé le sang. J'ai abandonné toute discrétion et je me suis précipité vers l'escalier, le sac de preuves serré contre ma poitrine. Dans le salon, j'ai trouvé Milton acculé contre la cheminée, les mains levées en signe de reddition. Mallory se tenait à environ 3 mètres de lui. Dans ses mains, ce n'était pas une arme à feu, mais quelque chose de presque pire, un bidon d'essence et un briquet. « Bonjour Joël, dit-elle sans se retourner. Je me demandais quand tu allais enfin apparaître. Milton a toujours été un garçon à papa. L'odeur de l'essence était suffocante. Elle avait aspergé tout le salon. Les meubles coûteux, les tapis persans, les photos de famille alignées sur la cheminée. Une seule étincelle, et toute la maison partirait en flammes. « Mallory, dis-je prudemment, pose-le. Briquet. On peut encore régler ça. » Elle éclata de rire. Un rire sec, tranchant, comme du verre brisé. « Régler ça? Ton fils a détruit ma vie. Mon mari est en prison à cause de son petit jeu malade. Derek est en prison parce qu'il a essayé de nous tuer, » répondit Milton, sa voix étonnamment calme, malgré le danger. La façade de Mallory se fissura, laissant apparaître une hystérie incontrôlable. Derek m'aimait, il devait s'occuper de moi, m'offrir la vie que je méritais. Et vous avez tout détruit avec vos fantasmes paranoïaques. J'ai vu la main de Milton glisser lentement vers son téléphone. Mais Mallory l'a remarqué aussi. N'y pense même pas. Si je vois ce téléphone, je mets le feu à cette maison, avec nous tous à l'intérieur.
Elle actionna le briquet. Une petite flamme dansa au bout de ses doigts. « Tu veux tes précieuses preuves, tes documents financiers, tes enregistrements audio? Regarde-les partir en fumée. » C'est à cet instant que j'ai compris. Elle connaissait l'existence du coffre. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert la cachette de Milton et préférait tout détruire plutôt que de laisser ses preuves être utilisées contre Derek. « Le sac, dit-elle en remarquant ce que je tenais. Donne-le-moi, maintenant. » J'ai regardé Milton. J'ai vu le calcul dans ses yeux. Nous étions piégés. Si je lui donnais les preuves, Derek pourrait échapper à la justice. Si je refusais, elle pouvait tous nous tuer dans un incendie qui détruirait aussi ses preuves. Mais Milton avait un avantage que Mallory ignorait. Son téléphone n'était pas dans sa poche. Il était caché dans sa chaussure. Et il était déjà connecté au détective Rodriguez, diffusant tout en direct. Il croisa mon regard et articula un seul mot. « Fais-moi confiance. » Puis il fit quelque chose d'une audace incroyable. Il s'avança, se rapprochant des meubles imbibés d'essence et de la femme instable tenant une flamme. « Tu as raison, Mallory, » dit-il calmement. « J'ai ruiné ta vie, mais pas parce que j'étais paranoïaque. » Elle hésita. Le briquet trembla dans sa main. « Je l'ai fait parce que je t'aimais, et parce que je ne pouvais pas accepter ce que tu étais devenu. » Ces mots semblèrent la surprendre. « J'ai continué à espérer que tu reviendrais vers moi, » poursuivit Milton, sa voix désormais douce. « Après avoir découvert Derek, je pensais qu'on pouvait encore s'en sortir, sauver notre mariage, recommencer à zéro. » Des larmes coulèrent sur le visage de Mallory, mais elle ne baissa pas le briquet. « Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais ton entreprise, ton argent, ton père, plus que moi. »« Non, » murmura Milton doucement, « je t'ai aimé plus que tout. C'est pour ça que ça fait si mal. » Un instant, j'ai cru qu'il allait réussir, qu'il pourrait la convaincre de poser le briquet et de faire face à la justice avec un peu de dignité. Puis, au loin, nous entendîmes les sirènes se rapprochant. Le visage de Mallory se tordit de rage et de trahison. « C'est toi qui les as appelés? »« Je les ai appelés parce que je veux que tu vives, » répondit Milton. « Parce qu'après tout, je ne veux pas que tu meures. » Elle leva le briquet vers les rideaux imbibés d'essence, et je sus que le temps était compté. « Mallory, non » hurla-t-il, me jetant en avant avec le sac de preuves. Mais il était trop tard. La flamme toucha le tissu, et la pièce explosa en feu. Le feu se propagea plus vite que je ne l'avais imaginé. Ce qui avait commencé comme une petite flamme sur les rideaux devint un mur de chaleur et de fumée en quelques secondes. Le mobilier imbibé d'essence s'embrasa comme s'il avait attendu ce moment, remplissant la pièce d'une lumière orange et de l'odeur âcre du tissu brûlé. Milton saisit mon bras et me tira vers la cuisine. « Par ici, papa. » Derrière nous, j'entendis Mallory crier, non pas de douleur, mais de rage et de frustration. Elle avait compris que son dernier acte de destruction ne servirait à rien, sauf à nous mettre tous en danger. Nous trébuchâmes dans le couloir rempli de fumée, alors que les sirènes hurlaient dehors. Milton me guida vers la porte arrière juste à temps pour voir les premiers camions de pompiers arriver, leur lumière rouge peignant le quartier de couleurs vives et urgentes. Le sac de preuves, haltai-je, serré contre ma poitrine. « Tout est sain », me rassura Milton, m'aidant à m'installer sur la pelouse pour respirer l'air pur. « Tout ce dont nous avons besoin est là. » Les policiers entouraient déjà la maison, certains aidant les pompiers à connecter les tuyaux, d'autres sécurisant le périmètre. Le détective Rodriguez apparut à côté de nous, l'air grave mais soulagé. « Vous allez bien tous les deux ?» demanda-t-elle, vérifiant nos blessures. « Nous allons bien, » répondit Milton, mais Mallory est encore à l'intérieur. Comme pour confirmer ces mots, nous entendîmes des cris devant la maison. À travers la fumée et le chaos, je vis les pompiers sortir quelqu'un. Mallory, inconsciente mais respirant, submergée par la fumée. « Elle ira bien, » dit le détective Rodriguez en suivant mon regard, « et elle sera placée en détention dès qu'elle sera médicalement stable. » Je regardais les ambulanciers charger Mallory dans l'ambulance.
Même inconsciente, même vaincue, elle restait belle. Il était facile de comprendre pourquoi Milton était tombé amoureux d'elle, pourquoi Derrick avait été prêt à tout risquer pour attirer son attention. Mais la beauté sans caractère n'est qu'une coquille vide, et Mallory avait prouvé qu'elle était creuse au fond d'elle-même. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je. Le détective Rodriguez fit un geste vers le sac de preuves que je tenais toujours. « Maintenant, nous utilisons ces preuves pour nous assurer que Derek Morrison passera le reste de sa vie en prison. Tentative de meurtre, conspiration, détournement de fonds. Il risque au minimum 30 ans. Et Mallory, incendie criminel, conspiration, complicité dans le détournement de fonds. Elle aura probablement 15 à 20 ans. » L'expression du détective était professionnellement neutre, mais je pouvais voir la satisfaction dans ses yeux. La justice n'est pas toujours parfaite, mais parfois, elle est complète. Milton fixait la maison en flammes, regardant les flammes dévorer ce qui avait autrefois été son foyer. « J'ai construit cet endroit pour elle, » dit-il doucement. « J'ai choisi chaque meuble, chaque tableau, chaque luminaire. Je pensais que si je lui donnais une vie parfaite, elle serait heureuse. On ne peut pas acheter le bonheur, mon fils, et encore moins l'amour. » Il hocha la tête, mais je pouvais lire la tristesse dans ses yeux. Malgré tout ce que Mallory avait fait, malgré sa trahison et sa volonté de nous voir morts tous les deux, Milton l'avait vraiment aimé. Ce genre d'amour ne disparaît pas du jour au lendemain, même lorsqu'il est à sens unique. Monsieur Holloway, un jeune policier, s'approcha avec un presse-papier. « Nous avons besoin de vos déclarations concernant ce qui s'est passé dans la maison. » Pendant 2 heures, nous nous sommes assis à l'arrière d'une voiture de police et avons raconté chaque détail. Le plan élaboré de Milton pour simuler sa mort, la conspiration de Derrick pour voler l'entreprise, la tentative désespérée de Mallory pour détruire des preuves. Tout cela semblait sortir d'un roman policier, trop complexe et dramatique pour être réel. Mais les preuves ne mentent pas. Les enregistrements audio du téléphone de Milton avaient tout capturé: la confession de Derrick, ses menaces, l'aveu d'incendie criminel de Mallory. Les documents financiers et les photos du coffre complétaient le puzzle d'une conspiration qui durait depuis des mois. À l'aube, le feu était éteint et la maison n'était plus qu'un squelette calciné. La plupart de la structure avait survécu, mais l'intérieur avait été complètement détruit. Tout ce que Milton avait construit avec Mallory, toutes ces années de mariage, tous ses rêves partagés, partis en fumée. « Je suis désolé, dis-je en regardant les ruines. » Milton secoua la tête. « Ne le sois pas. Cela devait arriver. Pas l'incendie, mais la fin de tout ça. Je m'accrochais à quelque chose qui n'a jamais été réel. » Le détective Rodriguez s'approcha une dernière fois avant notre départ. « Derek Morrison a accepté de plaider coupable pour tous les chefs d'accusation en échange d'une peine de réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Il veut éviter la peine de mort. » Je ressentis une sombre satisfaction. Derek passerait le reste de sa vie en prison, à réfléchir à comment sa cupidité lui avait coûté tout ce qu'il avait. Cela ne ramènerait ni la confiance trahie, ni l'innocence détruite, mais c'était une forme de justice. « Et l'entreprise ?» demanda-je à Milton en quittant Elm Street. « Holloway Morrison Enterprises meurt avec ce scandale, » répondit-il. « Mais j'ai pensé à recommencer à zéro. Quelque chose de plus petit, plus personnel, peut-être quelque chose que nous pourrions gérer ensemble. » L'idée me surprit. J'avais 62 ans, soi-disant prêt à la retraite, pas de nouveaux projets. Mais l'idée de travailler aux côtés de mon fils, de construire quelque chose de honnête et pur à partir de rien, m'attirait. « Qu'est-ce que tu avais en tête ?» Milton sourit, et pour la première fois depuis des mois, son sourire atteignit ses yeux. « La sécurité privée. Aider les gens à se protéger des trahisons comme celle que nous venons de vivre. Nous en avons certainement appris assez ces dernières semaines. Au fur et à mesure que les procédures légales avançaient et que l'attention médiatique diminuait, Milton et moi avons commencé à planifier notre nouvelle vie. Il emménagea dans la chambre libre de ma maison pendant qu'il réglait sa renaissance légale. Apparemment, revenir d'entre les morts demande une quantité énorme de paperasse.
Les 12 millions de dollars qu'il avait cachés à l'étranger devinrent le capital de départ de notre nouvelle entreprise. Holloway Security Consulting se spécialisa dans les vérifications d'antécédents, la prévention de la fraude et l'évaluation des menaces. Nos premiers clients étaient des petits entrepreneurs ayant entendu notre histoire et cherchant à se protéger de leur propre potentiel. Derek Morrison. Nous avons engagé le Dr Harrison comme consultant médical. Son expertise pour reconnaître les signes d'empoisonnement et de maladies induites par des drogues s'avéra précieuse dans plusieurs affaires. Jennifer, l'ancienne réceptionniste de Milton, rejoignit notre équipe en tant que responsable de bureau. Elle disait avoir toujours suspecté quelque chose d'étrange dans le calendrier de Derrick le jour où Milton est mort. Et elle était enthousiaste à l'idée de faire partie de quelque chose qui aidait les gens au lieu de les exploiter. 3 mois après l'incendie, j'étais dans notre nouveau bureau en train d'examiner un dossier lorsqu'on frappa à ma porte. « Papa, tu as un visiteur. » Je levai les yeux et vis une femme derrière lui, grande, aux cheveux foncés, avec des yeux intelligents et un sourire chaleureux. Elle avait l'air d'une personne ayant traversé des épreuves sans jamais se laisser briser. « C'est Sarah Chen, dit Milton. Elle est comptable judiciaire et a travaillé sur l'affaire Derek Morrison. Elle est aussi... » Il fit une pause et je fus surpris de le voir rougir légèrement. Quelqu'un avec qui j'ai passé du temps. Je me levai pour lui serrer la main, observant son visage. Elle soutint mon regard directement. Aucune tromperie, aucun jeu. Après Mallory, je m'étais demandé si Milton pourrait un jour faire confiance à une autre femme. Mais Sarah Chen semblait digne de confiance. Enchanté, Monsieur Holloway. Milton parle de vous constamment. Appelez-moi Joel et merci pour votre travail sur l'affaire. Je sais que ça n'a pas dû être facile de démêler le labyrinthe de mensonges de Derek. En fait, ce fut satisfaisant, dit-elle avec un léger sourire. Je me spécialise dans les affaires de fraude financière et Derek Morrison était l'un des criminels les plus méticuleux que j'ai jamais investigués. Voir la justice rendue a été gratifiant. Nous parlâmes quelques minutes de l'affaire, de notre nouvelle entreprise et de la réadaptation de Milton à la vie après tout ce qu'il avait traversé. Sarah était clairement intelligente et intègre, et la manière dont elle regardait Milton suggérait un véritable attachement, loin de tout intérêt opportuniste. Après son départ, Milton resta quelques instants dans mon bureau. « Elle semble formidable, dis-je. »« Elle l'est, papa. Je sais que c'est tôt après tout ce qui est arrivé, mais Sarah me donne l'impression de pouvoir de nouveau faire confiance, de construire quelque chose de vrai avec quelqu'un. » Je réfléchis à cela. Il y a 6 mois, Milton était marié à une femme qui planifiait de monter un point de liberté. Le tuer. Maintenant, il apprenait peu à peu à ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Il faut du courage pour aimer à nouveau après une trahison, surtout une trahison aussi profonde. Écoute ton instinct, mon fils. Tu as mérité d'être heureux. Ce soir-là, je m'assis sur le porche arrière avec un verre de vin, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances dorées et orangées. Mon épaule avait complètement guéri, ne laissant qu'une fine cicatrice, comme souvenir de cette nuit dans le local. La guérison physique avait été plus facile que la guérison émotionnelle, mais les deux avaient suivi leur propre rythme. Mon téléphone vibra avec un message du détective Rodriguez. « Derek Morrison est mort en prison aujourd'hui. Crise cardiaque. Je pensais que tu devais savoir. » Je restai longuement à fixer le message. Derek avait 41 ans, en bonne santé, si ce n'est sa cupidité et sa cruauté. Une crise cardiaque semblait presque poétique. L'homme qui avait prévu de simuler l'arrêt cardiaque de Milton était mort d'un vrai malaise cardiaque. Je ne ressentis aucune satisfaction à cette nouvelle, juste un calme sentiment de conclusion. Derek Morrison ne ferait plus jamais de mal à quiconque. La dette avait été réglée, la balance rétablie. 1 heure plus tard, Milton me retrouva sur le porche, tenant son propre verre de vin. Le détective Rodriguez m'appela aussi, s'installant sur la chaise à côté de moi. « Comment te sens-tu à propos de tout ça ?» demanda-t-il. Pour réfléchir, soulagé, je pense, et reconnaissant. Reconnaissant que nous avons survécu, que nous nous sommes retrouvés, que nous avons découvert qui est notre véritable famille. Je levai mon verre vers le ciel qui s'assombrissait. « Aux secondes chances, fiston.
Milton heurta son verre contre le mien. Aux secondes chances, papa, et aux personnes qui les méritent. Nous restâmes assis dans un silence confortable, alors que la nuit tombait autour de nous. Au loin, je percevais le bruit de la circulation, le monde reprenant son rythme normal. Mais ici, sur mon porche, avec mon fils vivant et en sécurité à mes côtés, le monde semblait paisible, pour la première fois depuis des mois. L'horloge du grand-père dans le hall sonna 9 fois, son rythme régulier et vrai. Milton avait réparé le mécanisme en revenant vivre ici, la remettant en état de marche. Plus de code, plus de secrets, juste le temps qui avançait comme il se doit. Je pensais parfois à Mallory, purgeant sa peine dans une prison pour femmes, à 3 heures au nord d'ici. Les journaux racontaient qu'elle était devenue une détenue modèle, travaillant à la bibliothèque, suivant des cours par correspondance. Peut-être qu'elle apprenait enfin qui elle était, quand elle ne jouait pas pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Je l'espérais, pas parce que je lui avais pardonné. Le pardon était le choix de Milton, pas le mien, mais parce que la haine est un poison qui fait plus de mal à celui qui la porte qu'à sa cible. J'avais appris à laisser tomber ma colère, non pour elle, mais pour ma propre paix intérieure. Quant à Derek, il avait fait ses choix et payé le prix. Son histoire était terminée, mais la nôtre ne faisait que commencer. « Papa !» La voix de Milton me sortit de mes pensées. « Oui, fiston, merci d'avoir cru en moi, d'avoir fait confiance à mon plan, d'avoir risqué ta vie pour m'aider. Je sais que ça n'a pas été facile. » Je passai ma main sur son épaule, sentant la réalité solide de sa présence sous ma paume. « C'est ça la famille, Milton. On se protège, quoi qu'il en coûte. » Il sourit, et à la lumière du porche, il paraissait jeune à nouveau. Pas l'homme hanté qui avait simulé sa propre mort, mais le garçon qui m'aidait à faire le jardin le dimanche après-midi, qui m'apportait du café quand je travaillais tard, qui m'appelait chaque semaine juste pour prendre des nouvelles. Ce garçon était devenu un homme capable d'un courage incroyable et d'une planification minutieuse. Un homme capable d'aimer profondément et de pardonner à contre-cœur. Un homme qui comprenait que parfois, la seule façon de sauver sa famille est de risquer tout pour la protéger. Les étoiles apparaissaient maintenant, de minuscules points lumineux dans l'immense obscurité. Mais l'obscurité n'est plus effrayante quand on ne l'affronte pas seul. Et pour la première fois depuis ce terrible jour au funérarium, je me sentis véritablement plein d'espoir pour l'avenir. Milton était vivant, en sécurité. Et parfois, c'est tout ce qu'on peut demander comme victoire.